Donc bonjour et bienvenue sur le podcast IMT Minalbi et Minalbi Alumni. Aujourd'hui, nous allons parler d'hydrogène avec nos invités Jean-Christophe Auguet d'Airbus, Doan Minfam et Olivier De Almeida, enseignant-chercheur à l'école des Minalbi. Alors pourquoi l'hydrogène ? Eh bien, on sent bien que c'est une énergie qui a un énorme potentiel pour répondre à l'enjeu de la décarbonation. Et on a envie d'en savoir plus, de connaître les solutions actuelles et futures que promet l'hydrogène, ainsi que les limites qui doivent être dépassées dès aujourd'hui. Et on verra enfin, à la fin du podcast, le rôle de l'école dans cette utilisation de l'hydrogène. Ok, merci Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Donc Jean-Christophe Auguet, moi je suis un ancien élève de l'école, donc promo 99, option énergétique. Et je suis aujourd'hui chez Airbus à la stratégie et je travaille sur le projet Zero I, donc qui est le développement de l'avion zéro émission et en particulier l'avion à hydrogène et des infrastructures qui y sont relatives. Juste en deux mots, ça fait depuis 2001 que je travaille dans l'hydrogène, avec un premier contrat où j'ai travaillé d'ailleurs au centre de recherche de l'école des mines d'Albi, pour Armin, sur un premier contrat de production d'hydrogène pour des sous-marins. Je suis ensuite passé par diverses boîtes, toujours soit dans la production ou l'utilisation de l'hydrogène. Très récemment chez Safra, où j'étais le directeur du business développement sur les autobus à pile à combustible, et depuis une quinzaine de mois, je travaille sur le développement d'infrastructures hydrogène pour Airbus, pour accompagner le développement de l'avion hydrogène. Excellent, merci Jean-Christophe. Alors Olivier ? Donc bonjour également, donc Olivier De Almeida, enseignant-chercheur à l'Institut Clément Ader, donc un des laboratoires de l'IMT Minalbi, alumni 2003 aussi, ancien élève. Donc à Albi maintenant depuis 2008. Mes activités de recherche portent plus particulièrement sur la mise en œuvre de composites à matrice thermoplastique, pour être très précis, et je traite des problématiques en lien avec l'hydrogène depuis maintenant quelques années, et dont la dernière qui traite de la perméabilité des matériaux, notamment composites, à l'hydrogène dans le domaine cryogénique pour adresser les problématiques de stockage d'hydrogène à l'état liquide. D'accord, merci. Et à vous, Doan ? Oui, bonjour à tous. Doan Famling, je suis aussi enseignant-chercheur à l'école des mines d'Albi. Et je travaille au Centre Absolu, donc l'un des 3 centres de recherche de l'école. Je suis arrivé à l'école en 2009 en tant que postdoc, et puis je suis devenu enseignant-chercheur en 2011. Ouais, je suis à l'école depuis. Au niveau de ma recherche, donc, je travaille sur la production d'hydrogène à partir de biomasse et biodéchets par des procédés de conversion thermochimique. Et je travaille également sur l'utilisation de l'hydrogène. Donc, comment transformer l'hydrogène avec d'autres molécules comme le CO2 par exemple, en biométhane ou en biocarburant liquide. Et depuis l'année dernière, on a démarré une thèse sur le stockage d'hydrogène sous forme d'ammoniac. Ok, excellent. Merci à vous tous pour vos présentations, c'était excellent. Et puis ça donne envie d'en savoir un peu plus sur l'hydrogène. Donc justement, la première question qui me vient à l'esprit, c'est quoi pour vous les enjeux de l'hydrogène aujourd'hui ? Voilà, si on peut faire un tour de rôle, quels sont pour vous les enjeux de l'hydrogène aujourd'hui ? Donc on va peut-être commencer par Jean-Christophe, pareil, et puis enchaîner Olivier, et puis Doan. Oui, merci Olivier. Peut-être en quelques mots, peut-être qu'on reviendra après un petit peu de l'hydrogène dans l'aviation, ce qui est mon sujet actuel. Mais l'hydrogène, il ne faut pas oublier que c'est un vecteur énergétique. Donc il va falloir des énergies primaires pour le produire. Ça, je pense qu'on y reviendra. Et surtout, le principal enjeu aujourd'hui, c'est que l'hydrogène utilisé comme source d'énergie, soit en combustion, soit à pile à combustible, qui sont les principales utilisations, ça n'émet aucun gaz à effet de serre, aucun polluant. Bon, quand c'est en combustion, on peut avoir quelques émissions, mais qui ne sont pas du CO2, qui ne sont pas effet de serre, mais qui sont qui sont quand même assez négligeables. Et donc, c'est un des leviers primordiaux de la transition énergétique. Ça, je pense que scientifiquement, c'est bien reconnu, et c'est reconnu aussi par toutes les agences, telles l'IEA. Je pense qu'il y a vraiment un consensus là-dessus, donc ça, c'est très important. Un des enjeux principaux, je pense qu'on reviendra peut-être tout à l'heure sur les usages, mais c'est qu'aujourd'hui, il faut produire surtout un hydrogène propre, un hydrogène vert. Donc, moi, je vois 2 enjeux majeurs. C'est, si je parle là vraiment
l'hydrogène vert produit à partir d'électrolyse, il faut essayer d'améliorer le rendement des électrolyseurs, de massifier leur production pour en diminuer le capex, pour en diminuer le coût. Ça, c'est quelque chose de très important. Et le deuxième enjeu aussi vraiment crucial, c'est que pour alimenter ces électrolyseurs, il faut de l'eau. Bon, très bien, ça, c'est un autre débat, mais il faut surtout de l'électricité verte et à un coût compétitif. Et je ne suis pas sûr qu'on se rende encore bien compte aujourd'hui des quantités d'électricité renouvelable qu'il va falloir, à la fois pour les équipements ou les applications qui utiliseraient de l'hydrogène pur, ou pour des applications qui utiliseraient des biofuels, des e-fuels, donc des carburants de synthèse, où là aussi il faut une grosse quantité d'hydrogène vert. Donc il faut arriver à ce que l'écosystème global puisse produire de l'électricité verte à des coûts très compétitifs. Voilà, si on veut donner quelques ordres de grandeur, il faut arriver à avoir des énergies renouvelables en dessous de 50 € du mégawatt. Ok, merci, c'est clair, super. Et pour vous, Olivier? Je n'ai pas grand-chose à rajouter, puisque effectivement c'est un vecteur d'énergie et que, comme ça a été dit, l'enjeu primordial, c'est la manière dont on produit cet hydrogène, puisqu'une fois que l'hydrogène est produit, on peut l'utiliser de manière très propre. Reste encore la problématique du stockage, parce que ça c'est vraiment un enjeu fort. L'hydrogène en lui-même est un gaz à effet de serre important, bien plus dangereux que le CO2, et comme en plus il est très léger, il monte sur des altitudes très élevées, et donc il est très difficile finalement de le capter et de s'en prémunir. Donc je dirais que ça c'est un des enjeux quand même forts de l'utilisation de l'hydrogène, le stockage. Je pense que Doan pourra expliquer un peu les différents types de stockage, bien mieux que moi. Les matériaux utilisés pour ce stockage-là sont importants, sont à définir et sont à optimiser. Et aujourd'hui, il n'y a pas de solution vraiment optimale pour le stockage, et notamment pour le monde du transport. Puisque transporter l'hydrogène, ça veut dire faire des réservoirs les plus légers possibles, idéalement, et notamment dans le domaine aéronautique. J'imagine que Jean-Christophe pourra en parler bien mieux que moi aussi. Autant le transport terrestre, on peut trouver des solutions, autant pour le transport, ça reste une vraie problématique. Et dès lors qu'on a des fuites dans les réservoirs, il y a une notion de dangerosité qui est toute relative quand même, parce qu'on sait transporter des fluides inflammables depuis des années, c'est pas la grosse problématique. Il faut évidemment éviter les situations à risque, mais il y a également toute cette notion de fuite, puisque derrière ça émet des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, l'hydrogène en est un. Ok. Merci Olivier pour ces précisions. Doan, vous vouliez rajouter une chose pour justement les enjeux de l'hydrogène aujourd'hui? Alors, je vais compléter un peu les réponses de mes collègues. Oui. Sur la partie production, effectivement, l'électrolyse de l'eau, c'est une voie, on peut dire, relativement maturée, et c'est bien choisi par les entreprises, par les autorités publiques. Mais il ne faut pas non plus oublier donc, la voie de production d'hydrogène vert à partir de bioressources, tout ce qui est de biomasse, biodéchets, parce que nous avons de ces ressources-là, tout ce qui est surtout les biodéchets, par exemple des déchets agricoles, par exemple, on peut transformer en biogaz ou à partir de là on peut faire de l'hydrogène. Et donc l'économie a développé des procédés à partir de bioressources. Concernant le stockage et le transport, effectivement ça c'est des enjeux, je pense que les enjeux vraiment importants, parce que l'hydrogène c'est parmi les molécules les plus légères et les plus difficiles à stocker. Et donc, stocker la molécule d'hydrogène, c'est pas facile. Et quand il y a des fuites, ça devient donc, des gaz à effet de serre. Donc, c'est problématique. Donc, sur le stockage, effectivement, il y a plusieurs méthodes de stockage. On peut stocker sous forme de molécules gazeuses à haute pression ou des molécules liquides, ou voire dans les matrices solides, ou encore sous forme de molécules chimiques, sous forme de NH3 ou d'autres molécules, où on peut facilement stocker et transporter. Mais effectivement, jusqu'à maintenant, il faut aller vraiment plus loin dans l'évaluation technico-économique et environnementale de toutes ces solutions pour adapter la bonne solution dans des
configuration réelle de chaque territoire ou entreprise, continent ou pays. Voilà. Excellent. Merci Dohan pour ces compléments d'informations. Et justement, qu'est-ce que vous voyez comme solution aujourd'hui? Je pense que vous êtes tous des experts là dans vos domaines. Qu'est-ce que vous voyez comme solution aujourd'hui à l'instant T là, à l'instant où on se parle, comme solution technique valable aujourd'hui, où on peut dire la solution hydrogène est une solution viable. Je pense au bus par exemple de la Safra. Aujourd'hui, on pourrait remplacer X bus par des solutions, les bus à combustion classique, on pourrait les remplacer par des bus à hydrogène. Est-ce que c'est vrai, pas vrai, ou est-ce qu'on en est en fait dans les technologies un peu des usages quotidiens? Si vous pouvez me donner un peu cette vision-là, ce serait top. Ouais. L'hydrogène a une densité énergétique massique qui est énorme et bien meilleure que la plupart des carburants qu'on utilise. Par contre, sa densité volumique est plus faible. Autrement dit, si on veut pouvoir disposer d'une énergie propre et espérer avoir la même autonomie qu'avec des combustibles classiques, on a besoin d'embarquer un volume plus important d'hydrogène. L'intérêt du coup de le monter en pression dans des réservoirs jusqu'à 700 bars, c'est qu'on peut atteindre des autonomies à peu près équivalentes à ce qu'on a aujourd'hui avec des véhicules diesel, essence pour du particulier. Par contre, le réservoir sera plus gros pour avoir la même autonomie. Le liquéfié permet d'améliorer encore les choses. Mais là encore, il faut tout le dispositif de liquéfaction qui nécessite de stocker l'hydrogène à moins de 153 degrés. Donc on est quand même à très très basse température, on n'est pas sur des technologies standards de réfrigération. Donc ça veut dire tout simplement que pour avoir des véhicules équivalents, il faudrait qu'ils soient plus gros pour avoir la même capacité d'autonomie et de transport, de volume de transport. Et donc ça, c'est encore un gros frein, ce qui fait aussi que les véhicules seront beaucoup plus chers. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui un frein au transport terrestre pour du véhicule particulier. Ça reste très intéressant malgré tout pour du camion, du bus et tout ce qui est finalement assez lourd, parce qu'on peut avoir finalement dans ces gros véhicules un espace dédié au stockage de l'hydrogène pour atteindre des autonomies vraiment conséquentes. Donc pour moi, ça c'est vraiment l'enjeu là des prochaines années, c'est de mettre en service des véhicules poids lourds, bus et tout ce qui est navette de taille conséquente, déjà sur les routes. Évidemment, il faut avancer sur la partie certification, homologation des réservoirs autant que des véhicules, de manière globale. Les premières campagnes d'essais qui ont été réalisées montrent que le véhicule est pas plus dangereux qu'un véhicule GPL ou des véhicules équivalents. Par contre, toute la réglementation reste encore à construire. Le deuxième aspect, c'est de mettre à disposition des stations de rechargement. Aujourd'hui, il y en a très peu. Et donc ça veut dire redéployer finalement au même titre que l'essence qu'on retrouve dans n'importe quelle station-service, redéployer tout un réseau de distribution d'hydrogène et de stations de rechargement sûres pour toutes les personnes qui seraient amenées à recharger. Et justement dans cette démarche-là, c'est d'autant plus facile de le faire pour des bus et des gros véhicules qui ont des points de rechargement qui seront peut-être plus éloignés les uns des autres, ou par exemple pour une flotte de bus municipale, d'avoir le centre de rechargement là où il y a le dépôt des bus. Donc voilà le genre de démarche qui va arriver, je pense, dans les prochaines années, avant vraiment que les particuliers se mettent à acquérir des véhicules à hydrogène. Il faut savoir quand même que des véhicules à hydrogène, il en existe déjà pas mal. Il y a pas mal de constructeurs qui ont proposé des véhicules. Les premiers véhicules qui embarquaient de l'hydrogène ont été sortis dans les années 60, si je ne me trompe pas. Donc ça fait déjà un moment quand même qu'on connaît cette technologie-là. Et même si ça n'a pas encore été développé, il y a des exemples de flottes. Par exemple, il y a une flotte de taxis qui tourne à Paris à l'hydrogène et qui a une station de rechargement, je ne sais plus à quel endroit dans Paris, mais qui est un endroit unique. Et ça tourne déjà. Donc c'est relativement mature quand même. Ah oui, d'accord. Merci Olivier. Jean-Christophe, tu voulais rajouter un point ?
Oui, je suis d'accord avec ce qu'ont dit Dohan et Olivier, effectivement. C'est vrai que on va dire pour les véhicules légers, comme les voitures particulières, l'hydrogène peut avoir du sens si effectivement l'infrastructure est présente, mais pour ces véhicules-là, ça fait face aussi à la compétition avec les véhicules électriques à batterie, qui font des progrès permanents et pour qui l'autonomie devient acceptable, les infrastructures sont là. Donc pour les véhicules légers, l'hydrogène n'est pas forcément complètement pertinent. Quand on sera une économie hydrogène complète, on mettra tous les véhicules, mais pour l'instant les véhicules à batterie font l'affaire, je dirais. Et donc une des premières applications, donc sont sur les véhicules lourds, les utility vehicles, bus, camions, ou éventuellement engins de chantier. Donc voilà, comme tu l'as dit, Safran Albi est à ce jour toujours le premier et le seul fabricant français de bus à hydrogène, donc un petit cocorico local aussi. Donc avec on est pas loin d'une trentaine de bus qui circulent bien. Et c'est vrai qu'un des premiers aspects qui freine un petit peu le développement, comme l'a dit Dohan, c'est le prix des véhicules. Aujourd'hui, un véhicule, en tout cas un bus ou un camion à hydrogène, parce que pour les bus, on a cité Safran, mais pour les camions, Daimler en développe, Hyundai en développe, on est sur des coûts de véhicules qui sont 2 à 3 fois supérieurs au prix d'un véhicule diesel, parce que la chaîne de traction hydrogène coûte plus 2 à 3 fois plus cher, pour des raisons, on va dire uniquement de production à tout petit volume. Si on fait le parallèle aujourd'hui, des moteurs à combustion interne qui sont quand même des éléments complexes, qui sont plus complexes si on regarde qu'une pile à combustible ou qu'un réservoir d'hydrogène, ils sont fabriqués depuis plus de 50 ans à des millions ou des milliards d'exemplaires. Aujourd'hui, les piles à combustible ou les réservoirs, il y a trop peu d'exemplaires pour faire diminuer les coûts. Donc ça, c'est un premier fait, mais ça viendra, effectivement. Et si donc ta question tournait aussi autour des solutions, ça c'est des solutions aujourd'hui, des solutions d'avenir. On travaille beaucoup là-dessus chez Airbus. Donc c'est le développement d'avions à hydrogène, dont la mise en service est prévue en 2035. Donc c'est à la fois loin, mais c'est à la fois très proche en termes de développement aéronautique. Et comme l'a cité Olivier, Airbus a étudié plusieurs types de carburants propres, faire du zéro émission. Voilà, je ne vais pas les citer ici, mais à la fois en termes d'impact environnemental, on va dire de possibilités de manutention sur l'aéroport, et en termes de densité énergétique massive, on s'est tourné vers l'hydrogène liquide. Donc l'idée aujourd'hui, il y a plusieurs concepts qui sont en cours de comparaison, mais l'idée c'est bien de développer des avions sans place et de 100 places avec du stockage d'hydrogène liquide, donc à l'horizon 2035. Voilà. Et on est en train d'étudier à la fois des solutions qui seraient à base de piles à combustible, donc avec une propulsion électrique, et à la fois des turbofans, donc des turbines à hydrogène. Voilà, ça c'est en cours de développement. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui à Airbus qui travaille là-dessus, et il y a aussi effectivement en amont la phase de développement de l'infrastructure hydrogène liquide, donc qui va être à développer. Alors l'hydrogène liquide, c'est comme tu l'as dit Olivier, c'est à 0 Kelvin, moins 253 degrés, mais on travaille avec dans l'industrie chimique, l'industrie microélectronique, depuis des dizaines d'années, sans problème de safety, et avec une facilité de manutention qui peut être achevée. Donc voilà, on a bon espoir là-dessus. Ok, super. Et mais justement, ça paraît assez compliqué. On voit sur des schémas très souvent une éolienne qui produit l'hydrogène, qui est stocké, etc. C'est le beau schéma qu'on voit très souvent. Mais ça paraît un peu trop idéal. C'est quand même, ça me paraît être un bon système quand même de stockage, parce qu'on parle de l'électricité a un problème de stockage, mais l'hydrogène est une solution de stockage, ou je me trompe? L'hydrogène, de mon point de vue, c'est un moyen de stocker de l'énergie, effectivement, parce que l'électricité, si on veut stocker telle qu'elle, il faut des batteries énormes. Voilà. Sinon, il faut la consommer et stocker son énergie électrique sous forme d'une autre énergie, dans ce cas-là, l'énergie chimique de la molécule d'hydrogène, par électrolyse de l'eau, par exemple. Donc ça, c'est une solution de stockage d'électricité ou de l'énergie renouvelable, surtout pour, réguler les pics de consommation, enfin les décalages entre la consommation et la production d'électricité.
Après, comme Jean-Christophe a dit au début, voilà, le rendement de l'électrolyse de l'eau devrait être amélioré. Et ça, c'est l'une des pistes principales pour réduire l'impact environnemental de la production d'hydrogène par l'électrolyse de l'eau et aussi baisser le coût final d'hydrogène parce que par rapport à l'hydrogène grise ou noire, l'hydrogène vert est actuellement encore beaucoup plus cher. De l'ordre de 5 à 6 euros par kilogramme d'hydrogène, alors que l'hydrogène d'origine fossile, ça coûte de l'ordre de 2 euros par kilogramme. Et donc il y a un grand enjeu à faire ici pour être compétitif si on veut produire de l'hydrogène vert, massivement. Ok, merci. Juste un petit complément pour compléter aussi sur la question est-ce que l'hydrogène peut être un moyen de stockage de l'énergie, mais aussi sur les technologies d'électrolyse actuelles. Alors, oui, ça peut être un moyen de stockage de l'énergie, puisque voilà, on va transformer si on parle de l'électrolyse, celle que je connais mieux, si on parle d'eau et d'électricité pour produire de l'hydrogène, effectivement, on a ce vecteur énergétique-là qu'on va utiliser soit dans des véhicules routiers, avions, etc. Ça a du sens, avec des rendements qui sont ce qu'ils sont, mais qui restent corrects. Il ne faut pas oublier qu'un moteur à combustion interne, ça a quand même un mauvais rendement. Voilà. Mais si on parle d'hydrogène pour stocker des énergies renouvelables, pour réinjecter de l'énergie électrique sur le réseau, c'est-à-dire partir d'électricité pour revenir à l'électricité, on est quand même sur des rendements qui sont trop faibles, à mon point de vue, pour avoir un vrai intérêt économique, puisqu'on va avoir des rendements globaux qui vont être au maximum de 40%. Autant soit le faire avec des batteries, soit avec d'autres solutions. Après, par contre, si l'hydrogène est produit de façon décentralisée ou même centralisée à un certain point, que la majeure partie de ces usages sont faits pour des applications de mobilité, de transport, etc., et qu'éventuellement une petite partie est valorisée pour faire un service un petit peu annexe de stockage d'électricité pour rendre service au réseau, pourquoi pas? Là, on est sur un schéma économique qui peut être global. Ça peut être bien. Je dirais un petit peu en forme d'appoint, en tout cas, ça c'est mon point de vue. Comme l'a dit Dohan, effectivement, les rendements d'électrolyse doivent être augmentés. Aujourd'hui, les deux principales technos, c'est l'électrolyse PEM et l'électrolyse alcaline, donc des procédés à basse température, où on va avoir des rendements de l'ordre de 65-70%. C'est bien, il faudrait que ça monte un peu. Donc voilà, mais voilà, il y a pas mal de développement en cours. Et j'en profite aussi pour faire un autre petit cocorico. On a une entreprise en Occitanie, donc à Béziers, qui s'appelle Genvia, et qui développe un électrolyseur haute température, donc qu'on appelle le Solid Oxide Electrolysis Process, et qui, elle, utilise aussi de la chaleur, idéalement de la chaleur coproduite ou de la chaleur fatale de procédé, et on peut atteindre des rendements supérieurs à 90%. Donc voilà, c'est en cours de développement. Ce genre d'alternative aussi pourra, sur des installations centralisées, et je pense aider grandement l'aspect rendement et l'aspect compétitivité économique. Super, ok, merci. Merci Jean-Christophe, merci Dohan. Olivier, tu voulais rajouter quelque chose? On peut faire juste un petit commentaire par rapport à l'énergie au sens large. On sent bien tous aujourd'hui que si on veut trouver des alternatives au nucléaire ou à l'essence et ainsi de suite, et qu'on veut basculer tout en hydrogène, il va falloir développer de plus en plus ces énergies renouvelables et qu'il va falloir développer les éoliennes et ainsi de suite. Au final, l'énergie qu'on ne produit pas, c'est celle qu'on écoute, je ne sais pas comment le dire, je m'emmène un peu, mais on sent bien qu'il va falloir réduire notre consommation globalement, parce que de toute façon, développer l'hydrogène pour remplacer les carburants, essence et diesel, ça sous-entend que finalement on va devoir produire encore plus d'électricité ou produire autrement, mais en tout cas il va falloir produire énormément d'hydrogène pour pouvoir compenser réellement la consommation actuelle en combustible fossile. Et c'est ça. Donc, le problème reste entier en fait. Ouais, c'est on ça. a trouvé un vecteur alternatif qui est l'H2. Par contre, les technologies restent à développer et dans tous les cas, il faudra réduire les consommations énergétiques. Oui, c'est ça. C'est à la fois réduire les consommations énergétiques et c'est aussi trouver un moyen de faire cet hydrogène vert
Donc par exemple, on parlait d'éoliennes, mais ça veut dire avoir des champs d'éoliennes en mer ou je ne sais où. Parce qu'il y a un problème avec la population qui ne veut pas forcément d'éoliennes. Mais le problème est global, il est pour l'aviation, pour les transports routiers en général, pour l'industrie aussi qui doit se décarboner. Alors, il y a des premières initiatives qui sortent, où il y a des entreprises métallurgiques qui commencent à utiliser de l'hydrogène dans leur process au lieu d'utiliser du gaz naturel ou du fioul. Ça c'est bien. Le problème est vraiment global, mais comme le dit Olivier, la production d'hydrogène, son utilisation, c'est un enjeu. Et en amont, la production d'électricité primaire verte est effectivement un gros enjeu également, avec des pays qui vont avoir des gisements solaires ou éoliens ou géothermiques, voilà, qui peuvent être différents, quoi. Il y a des pays comme le Chili, comme les pays de l'Afrique subsaharienne, comme l'Australie, qui commencent à se placer sur certains marchés parce qu'ils ont des énormes gisements solaires, par exemple, solaires et éoliens, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les pays d'Europe. Donc il y aura aussi peut-être d'autres problèmes, c'est pas le sujet du jour, mais aussi politiques sur l'accès à l'énergie. Ouais, c'est clair. C'est bon. Merci messieurs. Un dernier mot pour la fin, ce serait le rôle de l'école vis-à-vis de l'hydrogène. Quelle est la dynamique, quel est l'objectif qu'a l'école vis-à-vis de ce positionnement par rapport à l'hydrogène? Est-ce que vous pourriez en parler un petit peu, Dohan ou Olivier? L'école est déjà un acteur majeur de l'hydrogène depuis des années. Depuis quasiment la création de l'école, il y a des activités de recherche en lien avec l'hydrogène. Okay. Dohan pourra préciser les activités qui sont d'actualité côté Rhapsody. Côté ICA, on est clairement sur l'accompagnement des donneurs d'ordre du transport quant au développement de matériaux qui vont être utilisés dans les technologies hydrogène. J'ai mentionné tout à l'heure la problématique de la perméabilité des matériaux à l'hydrogène. On travaille également à l'allègement et à l'augmentation des durées de vie de délais de composants qu'on appelle les plaques bipolaires des piles à combustible. On travaille également sur le comportement à très basse température des matériaux métalliques qui sont utilisés dans le contexte de l'hydrogène liquide. Donc on souhaite vraiment accompagner les donneurs d'ordre et les acteurs de ce nouveau marché finalement dans le développement de solutions pérennes, légères, durables des technologies hydrogène. Que ce soit en amont pour la production autant que pour l'utilisation ultérieure dans le transport. Ok, merci. Dohan. Tout à fait. Donc, l'école est un acteur majeur dans la région Occitanie ou dans le département du Tarn sur l'hydrogène, que ce soit dans la recherche ou dans la formation. Donc, en recherche et au sein du Centre Rhapsody, on travaille sur la production d'hydrogène vert depuis des années 2000, je me rappelle bien. On a accompagné des entreprises locales ou à l'international même pour développer des procédés de thermoconversion, donc à partir de biomasse et biodéchets, comment on produit de l'hydrogène avec un prix compétitif, et on est déjà à l'échelle pilote industrielle et on est prêt à déployer la technologie à l'échelle industrielle. Voilà. Et le prix est vraiment compétitif quand on compare entre l'hydrogène vert par la thermoconversion par rapport à l'hydrogène vert par électrolyse de l'eau. On y travaille toujours sur ce procédé et on travaille sur l'utilisation d'hydrogène. Comment combiner l'hydrogène avec d'autres molécules comme le CO2 par exemple pour produire d'autres vecteurs énergétiques, biocarburants, e-fuels, que l'enquête a dit, ou biométhane. Et puis, on commence à travailler sur les solutions de stockage thermochimique de l'hydrogène. En formation, donc, l'école participe au projet Campus Hydrogène du département et de la région, on peut dire, en partenariat avec des autorités locales et des entreprises locales. Et l'école vient de déployer le projet RFI, donc repenser notre formation d'ingénieur. Et donc pour les options énergétiques, nous avons donc, dédié une bonne partie de cette option sur les vecteurs énergétiques renouvelables, dont l'hydrogène.
Ok. Merci Dohan, merci pour toutes ces précisions. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot pour la fin, avant qu'on se quitte? Bon, moi, juste un tout petit mot rapidement. Déjà, merci Olivier, merci Dohan, merci et Olivier encore pour son podcast. Voilà, l'hydrogène, aujourd'hui, il y a beaucoup de développement. La filière recrute en Occitanie, un peu partout en France, partout dans le monde. Donc, ça peut aussi donner des idées aux alumni ou aux étudiants en formation actuelle. Voilà. Excellent, merci.